Merci. Eh bien, bonjour à tous. Je remercie bien évidemment Davina et Victoria pour l'organisation de ce colloque. Jusqu'ici, nous avons eu des interventions extrêmement intéressantes. Pour ma part, je vais intervenir sur le dialogue euro-iranien, support à une coopération dans la lutte contre le terrorisme. Alors, j'ai eu l'occasion de discuter avec Madame Fatpour avant mon intervention, qui m'a regardé avec un regard un peu désabusé en me demandant comment peux-tu travailler sur un aspect de coopération entre deux États qui, finalement, ne sont quasiment pas dans le même camp. Voilà. Eh bien, j'ai essayé et j'ai pas réussi. Et c'est pour ça que mon intervention sera pessimiste également, même s'il y aura un petit rayon de soleil en fin d'intervention, si bien évidemment je ne dépasse pas le temps imparti. Alors, à l'instar d'organisations internationales telles que l'ONU ou même le Conseil de l'Europe, l'Union européenne a également eu un rôle à jouer face aux défis que présentait le terrorisme. S'il y a bien une date, et M. Benouche l'a bien relevé, qu'il faut retenir à l'égard de cette organisation régionale, c'est le 11 septembre. Suite aux événements terroristes ayant été perpétrés ce jour-là sur le sol américain, l'UE s'est véritablement saisie de la question du terrorisme à travers l'élaboration de diverses décisions cadres. Ces dernières ont, entre autres instruments, permis d'ériger un régime d'incitation à l'incrimination du terrorisme. C'est notamment le cas de la décision cadre qui a été évoquée tout à l'heure du 13 juin 2002 qui impose aux États membres de l'Union européenne d'incriminer les actes terroristes. Cette dernière fut par la suite modifiée par une autre décision cadre en date du 28 novembre 2008 qui, cette fois-ci, exhortait les États membres à imposer un régime spécifique, particulier, dérogatoire en tant que tel, d'incrimination en matière de terrorisme. Au-delà de ces outils purement textuels, l'Union européenne s'est également dotée d'instruments plus institutionnels avec notamment la création de différents organes dédiés en partie à la lutte contre le terrorisme. Il s'agit des offices Europol et Eurojust, créés dans l'objectif de faciliter la coopération et la coordination entre États membres. Une coopération aménagée par la création notamment du mandat d'arrêt européen et par l'élaboration de listes spécifiques qui ont également été évoquées dans les diverses interventions, qui concentrent les individus et les groupes considérés comme terroristes en vue de procéder à des mesures de gel des avoirs financiers. C'est bien évidemment le cas en ce qui concerne l'Iran. La vision d'une lutte solidaire face au terrorisme ne dépasse malheureusement pas les frontières physiques du vieux continent qu'est l'Europe. Le dialogue interétatique se cantonne qu'à celui des pays qui véritablement composent l'Union européenne. Toutefois, il serait erroné d'affirmer que l'Union européenne est sans influence à l'égard des États étrangers à l'Union européenne en tant que telle, tels que l'Iran, qui, historiquement et pour des raisons purement criminologiques, sont intimement liés au terrorisme. Il convient par conséquent de dresser un bilan provisoire de l'usage et de l'utilité de ces divers outils mis en place par l'Union européenne dans l'objectif d'une coopération euro-iranienne. De ce bilan provisoire pourront émerger diverses pistes, diverses propositions permettant d'améliorer une coopération qui, si elle était valablement mise en place, aurait des effets bénéfiques dans la lutte contre le fléau mondial qu'est le terrorisme. Pour procéder à cette analyse, il est nécessaire de distinguer d'une part les instruments juridiques instaurés par l'Union européenne en vue d'imposer une coopération pénale face au terrorisme, puis d'autre part d'appréhender la question des organes qui permettent justement d'aménager cette collaboration interétatique. Donc une coopération pénale imposée par les outils. Quand je parle d'outils, j'en vise principalement deux, c'est-à-dire le mandat d'arrêt européen et les listes particulières en matière de terrorisme. Ces deux éléments, le mandat d'arrêt européen et les listes en matière de terrorisme, ont eu une application concrète s'agissant des relations entre l'UE et l'Iran. Alors, le mandat d'arrêt européen a été institué par la décision cadre du Conseil européen du 13 juin 2002, soit le même jour que la décision cadre qui a été maintes fois évoquée s'agissant de l'instauration d'un régime pénal d'incrimination du terrorisme. Inévitablement, le fait que ces deux décisions aient été rendues le même jour n'est pas dû au hasard. Même si la décision cadre relative au mandat d'arrêt européen ne porte pas stricto sensu sur le terrorisme, mais plutôt sur une liste détaillée d'infractions pénales, il est évident que les attentats du 11 septembre 2001 ont accéléré la mise en place de ce dernier. Ce mandat d'arrêt européen n'a certes pas été introduit que pour lutter contre le terrorisme, mais le contexte autour de cette décision cadre du 13 juin 2002 laisse penser bien évidemment le contraire.
L'idée sous-jacente, et c'est ce que évoquaient mes collègues, de cette décision du 13 juin 2012, c'est toujours d'être dans la création d'un espace de liberté, sécurité, justice. Pour parvenir à cet objectif, il était nécessaire d'écarter la procédure beaucoup trop rigide de l'extradition pour laisser place à un outil de coopération renforcé. L'objectif assigné à l'Union était de devenir donc cet espace de LSJ et de procéder à un système de remise interjuridiction qui constitue, et là je cite vraiment les textes, qui constitue la première concrétisation dans le domaine du droit pénal du principe de reconnaissance mutuelle que le Conseil européen a qualifié de pierre angulaire de la coopération judiciaire. D'autant plus qu'une fois que le mandat d'arrêt européen est émis par un juge, son exécution est impérative, elle est obligatoire. Seule la preuve que l'État qui a émis le mandat ne respecte pas les droits de l'homme dans le cadre de sa procédure pénale permet d'exclure justement ce caractère obligatoire du mandat d'arrêt européen. Quoi qu'il en soit, s'il favorise la création d'une coopération pénale, l'Iran, bien évidemment, en tant qu'État étranger à l'Union européenne, est inévitablement exclu de ce système du mandat d'arrêt européen. Il n'existe pourtant pas d'alternative crédible à ce système. Le droit international commun de l'extradition apparaît comme l'unique solution envisageable. L'absence d'instruments spécifiques tels que le mandat d'arrêt européen empêche à une collaboration étroite entre l'UE et l'Iran. Vous voyez, c'est là que je commence véritablement à être pessimiste. Certaines décisions jurisprudentielles sont d'ailleurs révélatrices de cette absence de coopération étroite. La preuve avec cet arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 23 juin 2012, il s'agissait d'un individu poursuivi pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, une association de malfaiteurs qui était en lien avec la France. Ce dernier, cet individu, faisait justement l'objet d'un mandat d'arrêt européen émis par un juge français. Bien que présent en Iran à un moment donné, ce n'est que lors d'un passage en Italie qu'il fut arrêté et remis aux autorités françaises. L'existence d'un outil équivalent au mandat d'arrêt européen, version extra-Union européenne, aurait nécessairement facilité l'arrestation et la remise du prévenu auprès des autorités françaises, et ce, bien avant qu'il soit interpellé sur le sol européen. Cette décision de la Cour de cassation met en lumière les carences qui existent dans la coopération entre l'UE et les pays étrangers à cette organisation. C'est pourquoi il conviendrait de plaider pour l'existence d'un outil équivalent permettant de faciliter les échanges entre les autorités iraniennes et celles d'un État membre de l'Union européenne. Mais le problème, et je sens que vous le voyez arriver, c'est la question des droits de l'homme. Si la création d'un instrument similaire, il devait y avoir, l'épineuse question des droits de l'homme apparaîtrait comme un frein, comme le précisait Madame Fatpour tout à l'heure, en énonçant toutes ces règles ignobles, toutes ces lois ignobles s'agissant du port du voile en Iran. Il est incompatible de pouvoir créer un système de coopération entre l'Union européenne et l'Iran à cause de ce type de réglementation. Assurément, si la création d'une passerelle facilitant la remise d'individus suspectés de terrorisme est envisageable, de l'Iran vers un pays de l'Union européenne, la réciproque est inconcevable, eu égard notamment à l'absence de garantie en matière de procédure pénale. D'autant plus que s'agissant du mandat d'arrêt européen, l'article 3 de l'article 1er de la décision cadre instaurant justement ce dernier indique clairement la position de l'Union européenne face au respect des droits de l'homme. Et là je cite, « La décision cadre ne saurait avoir pour effet de modifier l'obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux tels qu'ils sont consacrés par l'article 6 du traité sur l'Union européenne ». Et à ce titre, une comparaison peut être faite avec l'interdiction édictée par la Cour européenne des droits de l'homme, dans sa jurisprudence, de déchoir un individu de sa nationalité si cela aurait pour effet de l'exposer à un retour dans le pays de sa seconde nationalité, celle qui lui reste, qui ne respecte pas justement les droits de l'homme. Il s'agit là d'un arrêt d'Audi contre France du 3 décembre 2009. Par conséquent, s'agissant de l'éventuelle création d'une passerelle euro-iranienne, la question des droits de l'homme empêche toute évolution. Il convient dès lors d'aborder une autre piste qui est celle des listes de l'Union européenne en matière de terrorisme. Dans la lignée de la résolution 1373 datant de 2001 de l'ONU, qui prônait la mise en place d'une liste de personnes et de groupes ou entités soupçonnées d'avoir commis des attentats terroristes, le Conseil de l'Union européenne a adopté la position commune qu'évoquait M. Benellouche du 27 décembre 2001.
Voilà, cette position commune va reprendre à l'identique la méthodologie mise en place par l'ONU en élaborant une liste de personnes physiques, mais également une liste de personnes morales condamnées pour terrorisme ou faisant l'objet de poursuites sur ce chef d'inculpation. Ceux qui sont inscrits sur la liste font l'objet de mesures de gel des avoirs, justement. La position commune du 27 décembre 2001 va procéder de la sorte. Comme l'indique son article 2, la communauté européenne, agissant dans les limites des pouvoirs que lui confère le traité instituant la communauté européenne, ordonne le gel des fonds et des autres avoirs financiers ou ressources économiques des personnes, groupes ou entités dont la liste figure à l'annexe. Ainsi, en annexe de cette position commune, y est grevée une liste de personnes et groupes et également des entités ayant été condamnés pour terrorisme ou faisant justement l'objet de poursuites pour la commission d'une infraction terroriste. À la lecture de la dernière mise à jour de cette liste, à savoir la mise à jour du 12 juillet 2016, c'est très récent, il convient de relever la présence de 4 personnes de nationalité iranienne et une autre personne, non pas de nationalité iranienne, mais résidant en Iran. De la même manière, cette liste comporte la branche militaire du Hezbollah, dont une grande partie de son financement, et là je pense que ce n'est un secret pour personne, est d'origine iranienne, un financement d'origine iranienne, mais également une idéologie empreinte par le régime iranien. D'ailleurs, cette branche armée du Hezbollah est inscrite dans ces listes depuis 2013. Voilà, ce n'est pas récent. La lutte contre le financement du terrorisme étant devenue un axe majeur de la lutte antiterroriste mondiale, l'initiative mise en place par l'Union européenne n'est pas des plus surprenantes. En ce sens, on peut remarquer l'influence majeure de l'ONU sur l'Union européenne, alors même que sur certains éléments, tels que le mandat d'arrêt européen, une certaine émancipation de l'Union européenne pouvait s'analyser. Cette question des listes en matière de terrorisme symbolise une implication plus contrastée de l'Union européenne. Quand bien même ces listes sont mises à jour tous les 6 mois, ce qui d'ailleurs démontre que l'activité de l'Union européenne en la matière est plutôt intense, le placement de personnes physiques ou morales sur ces listes ne dépend pas de l'appréciation des instances de l'UE. Parce que, bien évidemment, alors que pour le mandat d'arrêt européen, il y avait une certaine autonomie de la part de l'Union européenne, qui dépendait tout de même des décisions qui émanaient des juges des États membres, s'agissant de ces listes, il faut relever que l'Union européenne dépend. L'Union européenne dépend des États membres et n'impose donc pas véritablement sa vision de la lutte contre le terrorisme, comme elle l'a fait avec le mandat d'arrêt européen. C'est pourquoi, sur ce point, la question d'un dialogue euro-iranien est encore moins envisageable, puisque l'Union européenne ne dispose pas de l'autonomie nécessaire à la création d'une véritable coopération en matière de financement du terrorisme. Évidemment, les deux parties en cause s'influencent fortement, ne serait-ce que s'agissant des États membres de l'UE, susceptibles de geler les avoirs des individus ou des groupes d'origine iranienne. Néanmoins, le simple stade de l'influence réciproque ne peut valablement être dépassé en vue d'aboutir à une collaboration en bonne et due forme. Évidemment, si l'impact de l'Union européenne semble perdre de sa superbe à l'analyse de cette liste de gel des avoirs financiers, il ne faut pas perdre de vue que cette influence contrastée n'est qu'exceptionnelle. Dans un style pas si éloigné que celui de ces listes, il faut souligner l'évolution récente s'agissant des collectes de données relatives aux passagers de transport aérien. Ainsi, le 21 avril 2016, le Conseil de l'Union européenne adopte la directive relative aux données des dossiers passagers, le Passenger Names Records. Voilà. Cette directive, quel accent, ouais. Cette directive organise et met en place une circulation des données de passagers des compagnies aériennes dans le but de prévenir les actes terroristes et autres infractions criminelles graves. Et là, inversement à la question des listes, l'Union européenne va imposer cet échange de données par le biais d'une directive. Cette dernière doit obligatoirement être transposée en droit interne dans un délai de 2 ans. Sur ce point, l'impact de l'Union européenne dans l'éventualité d'une collaboration euro-iranienne semble beaucoup plus envisageable et pourrait passer par un échange de ce type de données, voire même l'éventualité de la constitution d'une base de données commune. Voilà. Finalement, ce qu'il faut constater de l'analyse de ces différents instruments, c'est que la coopération euro-iranienne ne doit pas passer par la création d'outils juridiques permettant soit une remise d'un agent soupçonné de terrorisme aux autorités concernées, soit par des sanctions de type économique, mais plutôt par la mise en place d'un système d'échange de données. En ce sens, l'idée d'une évolution favorable du dialogue euro-iranien semble réalisable. Ce dialogue doit nécessairement être mis en place par des organes spécialisés de l'Union européenne en matière de terrorisme. Et c'est là
on passe à un avenir un peu plus radieux de cette relation euro-iranienne, en discutant justement de cette coopération pénale aménagée par les organes. Progressivement, l'Union européenne s'est dotée de 2 types d'acteurs incontournables en matière de dialogue interétatique. Il s'agit d'une part du coordinateur européen pour la lutte antiterroriste et d'autre part de l'Office Europol. S'il favorise l'harmonisation intra-européenne, 2 minutes, d'accord. S'il favorise l'harmonisation intra-européenne, il n'est pas incongru d'envisager qu'il soit à l'origine d'une harmonisation extra-européenne, d'autant qu'il pourrait contribuer à une coopération euro-iranienne tant par l'échange d'informations que par le simple dialogue à proprement parler. À titre d'information, j'ai appelé directement ce coordinateur de la lutte c'est le coordinateur européen de la lutte contre le terrorisme pour avoir plus d'informations, notamment savoir quelle était sa position par rapport à l'Iran. Il m'a expliqué très gentiment, enfin son service presse, hein, j'ai pas eu directement le monsieur au téléphone, il m'a expliqué que finalement l'Iran était un peu persona non grata, qu'il n'y avait pas d'action qui était mise en place, en tout cas officiellement. Et officieusement, du coup, je n'avais pas accès à ce type d'informations, notamment si c'était pour venir, comme c'est le cas aujourd'hui, balancer l'information devant tout le monde. Voilà, on a ce coordinateur qui a été créé en 2004 suite aux attentats terroristes de Madrid du 11 mars 2004 et qui travaille au sein du Conseil européen. Ici, on a un poste qui a été créé en 2004 qui est véritablement porteur d'espoir. Le problème, c'est qu'il ne sert à rien. Voilà, comme le disait, comme le dit pourtant le site qui lui est consacré, ce coordinateur aurait pour mission de, comme l'indique son nom, de coordonner les travaux du Conseil en matière de lutte contre le terrorisme, suivre de près la mise en œuvre de la stratégie de l'Union européenne visant à lutter contre le terrorisme et veiller à ce que l'Union européenne joue un rôle actif dans la lutte contre le terrorisme. Le problème, c'est qu'il n'y a pas, hormis quelques colloques organisés dans quelques villes, quelques capitales du Moyen-Orient, il n'a pas d'influence voilà, qui lui permette d'avoir un rôle important. Je vais reprendre ce qu'avait dit la professeure Solnay Cassia, qui disait que s'il est bien des fonctions d'apparence hybride aux intitulés vagues ou inhabituels, créées pour combler les vides des insuffisances institutionnelles, faisant confiance à ceux qui vont les porter, le coordinateur de l'Union européenne pour la lutte contre le terrorisme est de celle-là. Donc c'est pour vous dire, on a ici un rôle qui peut être hyper important dans le dialogue euro-iranien, mais qui n'a pas de pouvoir, ne sert à rien. Voilà. Deuxième type d'organe qui pourrait justement favoriser ce dialogue, c'est l'Office Europol, où là du coup on a un peu plus d'espoir, qui est une office qui organise l'échange, la collecte et le transfert de données entre les États de l'Union européenne. Mais ce transfert se fait également avec les États en dehors de l'Union européenne. Sur ce point, l'Office Europol pourrait apparaître comme une plaque tournante qui permettrait aux États étrangers de l'Union européenne de pouvoir échanger avec les États membres de l'Union européenne. Mais une fois encore, cela reste que du droit prospectif. Il n'y a pas de véritable texte qui impose cela, il n'y a pas d'obligation en tant que telle. Quoi qu'il en soit, il ne nous reste qu'à espérer que de ce tandem qui est justement le coordinateur européen de la lutte contre le terrorisme et de l'Office Europol, il n'est qu'à espérer que de l'efficacité de ce tandem constitue justement. Il n'est qu'à espérer que de l'efficacité de ce tandem dépend de l'avenir de la coopération euro-iranienne en matière de terrorisme. Ne pouvant se positionner au stade du transfert d'individus ou au stade de la reconnaissance mutuelle des décisions, du fait de la question des droits de l'homme qui pose problème, on n'en est qu'au stade du dialogue, voire au stade du simple échange d'informations. Et il est probable de trouver évidemment quelques éléments de coordination, mais cela n'en est qu'à un stade embryonnaire. Donc finalement, et on termine sur une note assez pessimiste, hormis ces hypothèses, la relation euro-iranienne en matière de terrorisme ne pourra prétendre à un avenir plus radieux. Voilà, je vous remercie.